n'est pas français. Sur le papier, on nous fait croire le contraire, on n'est pas français. Même si dans les livres scolaires, on lit notre histoire à celle des Français. On n'est pas français. Parler la même langue imposée de force ne fait pas de nous des Français. On n'est pas français. Quand on voit le racisme d'État, Colbert à l'Assemblée, le non-lieu dans l'affaire du chlordécone, les violences policières dans l'affaire Zéclair, et qu'il s'agit de la peau noire, c'est clair que tout indique le contraire. On n'est pas français. Alors pourquoi faire comme si se taire pour plaire? Autant maintenant affirmer le contraire et assumer que nous ne sommes pas français. Papa, maman, pourquoi vous ne voyez pas qu'on n'est pas français? Chaque jour à la télé on parle mal de nous, mais qu'est-ce qu'on a fait à ces gens? On n'a pas d'eau, on dit rien, on n'a pas de travail, on s'en va. Ne vois-tu pas maman qu'on nous aime pas? Qu'est-ce qu'il te faut qu'un jour un raciste vienne me shooter? Comme le gendarme qui a tué Célie parce qu'avoir un handicap c'est être délinquant. Ou comme Clodo, parce qu'être noir c'est être criminel. Mais qu'attendez-vous pour réagir? Tu ne vois pas qu'en France quand on y va en vacances chaque année, ils ont de nouveaux trains, de nouveaux bus, de nouvelles infrastructures. Nous, notre réseau d'eau est le même depuis 50 ans, ils ne l'ont jamais remplacé. On paye des factures, ça sert à payer le train de vie des élus. On paye la TVA comme si ça ne suffisait pas. On paye l'octroi de mer, on paye les marges arrière de Bernard Ayotte. Sa mère, il nous prend pour des milliardaires ou quoi? Non maman, on reste, c'est pas fini en matière de formation. T'as vu qu'on étudie ici les mêmes cursus depuis 50 ans. Ne vois-tu pas qu'on est passé à l'ère du numérique? Aujourd'hui on parle d'IA, de drones, de robotique. Ici on parle d'artisanat, mais c'est d'industrie qu'on devrait parler. Ne vois-tu pas qu'on n'est pas français? Ma fille, pourquoi tu dis ça? Bien sûr qu'on est français. Regarde, on a une carte d'identité avec elle. Tu peux aller en France, tu peux voyager, tu peux aller partout, comme si ça ne suffisait pas. Tu as des chaussures, de belles baskets, je t'achète tout ce que tu veux, ma princesse. Même 4 fois plus cher qu'en France. Je travaille dur pour te faire plaisir, ma fille. C'est pour toi qu'on est français, même si être français, c'est dur, ma fille. Je ne connais que la France. Nos ancêtres étaient français avant certains français eux-mêmes, ma fille. Tu penses que je vais abandonner ma nationalité, mon identité, l'église et la Sainte Marie? Même pour toi, ma fille, c'est impossible. J'existe parce que la France m'a donné une liberté. Certes, elle est encadrée, mais je suis libre, ma fille. Et puis, tu sais, la télé vient de France, le préfet est de France, le DF est de France. La France est partout ici. Sans la France, qu'est-ce qu'on fait? Désolé chérie, mais c'est pour toi. Demain tu pourras compter sur ce que je vais laisser. Une maison, une voiture, de l'argent, un patrimoine, et c'est tout ce qui compte. Ma fille, crois-moi, on est français. Même sur le papier. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes là? On ne voit pas la même chose. Ne vois-tu pas que plus le temps passe, plus on se casse, parce que le pays meurt. Papa par la maman, elle ne voit pas le racisme qu'on subit ici. Elle ne voit plus le mépris de Paris. Pourtant on en parle partout, en Guadeloupe, pas d'eau, le chlordécone, non lieu là. Guadeloupe, c'est plus terre de champions, c'est terre de corruption. Les élus tous pourris, l'État s'en fout, il les paye pour foutre la merde. Et toi quand tu voles une poule, on te shoot. Le mépris c'est tout le temps, je te parle même pas quand on quitte le pays pour là-bas. C'est pire, je t'ai jamais dit ce qui se passe pour ne pas te rendre triste. Mais papa, je te jure, quitte à vivre dans la misère, autant vivre libre, debout que soumis couché. Comme aujourd'hui, tu dis qu'avec une carte d'identité française, on peut aller partout, mais c'est une qu'avec le passeport de la Dominique, on peut aller dans plus de pays qu'avec un passeport français. Tu dis que je vais hériter de tes biens, mais si c'est pour me retrouver dans un pays où pour en profiter, ils nous font la misère, où les impôts me font payer cher. Ton héritage où l'eau manque, où les plages sont fermées à cause des déchets de Fort-Royal tombés dans la mer, où l'air est devenu irrespirable. Tu penses vraiment que j'aurais envie dans 10 ans de cet héritage toxique? Ma fille, écoute papa, je te comprends, mais aujourd'hui on n'est pas unis. On ne peut plus se battre dans la vie. Parfois on ne fait pas ce qu'on veut, oui on n'est pas français. Mais que veux-tu, on n'a pas le choix. T'as vu les élus qu'on a? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on les braque, qu'on les traque, comme dans les pays de l'Est. Tu veux quoi qu'on les batte? Tu veux quoi qu'on les batte? Vous dites français, mais français ça veut rien dire. Écoutez ce que vous dit Alain Bauer, grand maître de la loge du Grand Orient. Et qu'est-ce que c'est qu'un français? Par exemple, vous êtes français, je suis français et tous les deux nous portons le nom de nos envahisseurs.
Mais nous apprenons que nos ancêtres étaient les Gaulois. Vous portez le nom de vos envahisseurs, et lui il vous parle de Gaulois pour vous faire croire en fait que c'est du temps de Charlemagne que ça s'est passé. Et non, ce n'était pas au 9e siècle, ni même au 16e. Pour ça, il vous suffit simplement de regarder cette carte. C'est une carte qui a été publiée dans les annales de géographie avec le concours du Centre de recherche scientifique. Et ça, en septembre-octobre 1983. C'est une carte de 1553. Ça, c'est ce qu'ils disent être la carte la plus ancienne de France. Sauf que quand on la regarde en détail, qu'est-ce que vous voyez? Nova Totius Galliae. Mais alors, dites-moi, pourquoi est-ce qu'il marque France? Eh bien encore, il faut rentrer dans les détails. Quand vous zoomez, regardez sur la région de l'Île-de-France d'aujourd'hui, juste au-dessus de Parisis, de Paris. Qu'est-ce que vous voyez marqué? En tout petit, c'est à peine lisible. France, tout comme sur cette carte. Regardez par vous-même. C'est une carte aussi du 16e siècle. Et vous voyez que la carte, elle porte le nom de Gallia. Et que la France n'était qu'une toute petite province au nord de Paris. Donc ce que nous dit Alain Bauer est juste, mais mérite une précision. En 1920, l'impératrice régnait encore sur notre territoire qui s'appelait Gallia. Et cette médaille du général Gouraud a une importance capitale. Elle a été frappée en 1918 pour dire que les Gallis ont récupéré l'Alsace. C'est nous qui l'avons récupérée et non pas la France, sinon il y aurait marqué Francia. Donc si comme moi vous ne supportez plus de porter la nationalité France, qui est la nationalité de nos envahisseurs, et ce depuis moins d'un siècle, je vous invite à aller en lien en bio. L'empire de Gallia est ressuscité, l'empire du peuple souverain, votre empire, celui de vos ancêtres. Car ne vous posez pas la question pourquoi Emmanuel Macron n'en a rien à faire de vous. Vous n'êtes pas de sa race, il est de la race de nos envahisseurs. Et le coup qu'il nous a fait avec le carburant vous prouve qu'il se préoccupe plus de l'Asie que de vous-même ici. Parce que pour lui, vous n'êtes pas français, vous êtes des Gallis. Et des Gallis qui avaient oublié votre mémoire, oublié vos ancêtres. Donc je vous invite à aller dans mon lien en bio. Rejoignez le réseau Gallia. À bon entendeur. Fin 19e siècle, encore 90% de l'Europe est noire. Encore une fois, je vous dis, ce n'est pas moi qui raconte ce genre de choses. Il suffit de lire le livre de l'anthropologue Paul Broca. Il reprend en 1860 une conscription militaire, c'est-à-dire un recensement de l'armée de 1830 à 1861. Et à partir de ces données statistiques, il établit cette carte. Dans The Early Man in Britain. Et là, vous pouvez voir en fait le territoire que l'on appelle France, occupé à plus de 80%. C'est tous les liserés, dans un sens et dans l'autre. Parce que quand il parle des noirs et des gris, les noirs, ce sont les Swarsi, les Darkius, ceux qui ont la peau sombre. Et les gris, ce sont les métis. Un peu plus comme les Bourbons. Et donc, cela rejoint les écrits de Benjamin Franklin, dont je vous ai déjà fait la vidéo. Dans son ouvrage Mankind Peopling of Country, il écrit très clairement qu'hormis les Anglais et les Saxons, tout le reste de l'Europe est noir. Et à partir de ces paroles, regardez, cette carte est produite. Tout ce que vous voyez sur cette carte en marron clair orangé, ce sont toutes les populations noires d'Europe. Attention, je n'arrête pas de vous dire, Benjamin Franklin est un des pères fondateurs des États-Unis, un des grands fondateurs de la franc-maçonnerie, notamment de la loge des 9 sœurs, une loge qui a servi à déstabiliser et les États-Unis en 1776, puis par la suite la Gallia en 1789. Donc où sont passés tous ces peuples noirs? Bien, je vous mets un court extrait de ce que disait Benjamin Franklin. Âme sensible s'abstenir, ça glace le sang. Le nombre de personnes purement blanches dans le monde est proportionnellement très faible. Toute l'Afrique est noire ou noir foncé. L'Asie est principalement noir foncé. L'Amérique, hormis les nouveaux arrivants, est entièrement ainsi. Et en Europe, les Espagnols, les Italiens, les Français, les Russes et les Suédois ont généralement un teint noir foncé. Seuls les Allemands, ainsi que les Saxons en Angleterre, ont ce que l'on appelle un teint blanc, ce qui fait d'eux les principaux peuples blancs sur la surface de la Terre. Je pourrais souhaiter que leur nombre augmente. Et tandis que nous, en tant que peuple, comme je peux le constater, éclaircissons notre planète, l'Amérique du Nord et le côté oriental de notre globe réfléchissant une lumière plus vive aux yeux des habitants de Mars ou de Vénus, pourquoi devrions-nous, à la vue de cette lumière supérieure, sombrir son peuple? Donc, je me répète une dernière fois, où sont tous nos ancêtres noirs qui vivaient en Europe? Car je vous rappelle que ce continent s'appelle du nom d'une femme noire, Europa, sœur de Cadmos qui nous a appris les langues et l'écriture. Avez-vous une petite idée de où ils sont passés? Dites-le moi en commentaire. Et demain, je vous donnerai la réponse en visitant un lieu qu'il y a sur Paris, mais pas que. Donc, je vous dis à demain. À bon entendeur. Où sont passés tous les Noirs qui étaient en Europe? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si tu verras ça, mais il faut d'abord commencer par le début. Qu'est-ce qu'une colonisation? Ça, ce sont les militaires lors de l'invasion de Tombouctou, qui est située aujourd'hui dans la colonie indépendante du Mali. On est tous d'accord qu'il y a eu la colonisation. Maintenant, on a vu des hordes des militaires noirs qui sont venus combattre en Afrique et puis prendre le contrôle, fabriquer ces pays qu'on appelle, ce qu'on appelle aujourd'hui pays qui sont en fait des colonies qui sont indépendantes. Mais en fait, j'ai mis ces images comme les preuves, mais la plupart de ces images sont fausses. Les blancs, ils ont été rajoutés dessus. Tout comme ici, il suffit d'analyser bien l'image, on voit que les blancs, ils ont été rajoutés de façon même grossière. Et ici aussi, on voit un blanc a été rajouté. Ça, c'est un rajout pur et dur. Quoi? C'est que ces hordes de noirs qui sont venus combattre en Afrique, qui sont venus coloniser, en réalité, ils nous ont vendu un narratif faisant croire qu'il y avait un blanc pour environ 1000 individus noirs.
qui aurait été piloté pour conquérir l'Afrique et que ces Noirs-là seraient de l'Afrique. En fait, c'est pas vrai. C'est des Noirs qui sont venus d'ailleurs coloniser, combattre en Afrique et créer. Pour savoir qui sont les anciens Européens, il faut savoir où sont les traces. Quels sont les peuples qui ont les traces de la culture européenne. Vous voyez ce type d'habillement-là. Vous voyez ce type-là. Voilà les types d'habillement. Ça, ce sont des peuples du côté zone Mauritanie. Et voilà le type d'habillement des anciens Européens. On sait que ça, là, ça a été blanchi. Ce style d'habillement-là, voilà des peuples, là, côté zone Mauritanie, Mali et à l'ouest du Mali. Il y a eu un grand cataclysme dans le monde, tout le monde est d'accord. Mais les survivants, qui étaient mélanodermes, qui habitaient toute la planète, ceux de l'Asie jusqu'au Moyen-Orient et de l'Europe ont été délocalisés. Et dans les ethnies africaines, pour ceux qui s'intéressent, ils ont tous des traditions oraux qui les font remonter hors de l'Afrique. Ils ont tous des traditions oraux qui les renvoient hors de l'Afrique. Aux alentours de 1830 jusqu'à 1930, des ethnies ont été, les identités là, tout ce que vous voyez, Bamileke, Bambara, Dogon, Bantou, Aoussa, Ibo, le nom Ibo a été inventé après la Première Guerre mondiale. Le nom Bamileke pareil. Le nom Bambara pareil. Le nom Dogon c'est dans les années 70. Les Yoruba, ils disent dans leur propre tradition qu'ils viennent de l'Arabie Saoudite, du Moyen-Orient. Les Ashanti, on voit clairement qu'ils viennent de la Grèce. Les gens qui se disent Wolof, ils disent qu'ils viennent d'Inde. Les Sorai, ils disent qu'ils viennent du Yémen. Les Bagirmi, ils disent qu'ils viennent d'Arabie Saoudite. Les Gouran, ils disent qu'ils viennent du Yémen. Dans les traditions oraux, jusque dans les années 80, c'est ça qui était officiel. Ce n'est qu'après Cheikh Anta Diop et la théorie panafricaniste qu'ils ont arrêté de donner leur point d'origine traditionnel oral. Mais quand on regarde en Afrique, ils n'ont pas de traces. Maintenant, le point est que les populations de l'Europe aussi, qui ont survécu au cataclysme qui a sûrement eu lieu en Europe, ont été déplacées aussi. Et moi, j'ai dit, voilà par exemple la culture des Ashanti. Là où ils sont au Ghana aujourd'hui, là, au sud du Ghana, Togo, machin, là, ils n'ont aucune trace, absolument rien qui prouve leur ancienneté. Leur plus ancien palais remonte, je crois, si je ne me trompe pas, à 1870. Le palais qu'on connaît concrètement, qui a été construit à l'aide des Anglais. Mais on voit clairement que c'est des gens qui ont des cultures qu'on retrouve dans d'autres parties de la planète où il y a de l'archéologie très ancienne et on sait que les premiers habitants là-bas étaient de leur couleur de peau, c'était des Noirs. Et maintenant, on sait qu'en fait, il y avait comme une sorte de guerre entre des mouvements venus de l'Est, de l'Est de l'Europe, et des mouvements venus de l'Ouest de l'Europe. Quand les gens ont été vaincus, ils ont été déplacés. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est un principe de guerre, en fait. Quand tu as vaincu un peuple, tu déplaces les lignées, surtout les lignées dirigeantes, tu les déplaces. Parce que s'ils restent au milieu de leur peuple, ils vont créer des révolutions. Ça, c'est une fille du Cameroun, et ça, c'est une ancienne européenne. Imaginez un instant que ça soit plus foncé que ça, légèrement plus foncé. Ça donne ça. Ça, c'est une fille du Fouta Diallo, localisée essentiellement aujourd'hui en Guinée, et ça, c'est une ancienne européenne. Imaginez ça plus foncé, et ça. Ça, ce sont des filles peules du Cameroun là-bas aussi, toujours. Ça, ce sont des filles peules du Cameroun, leur manière de s'habiller, qui est traditionnelle peul, hein. Et voilà les façons de s'habiller des anciennes européennes. Avec l'écharpe et la robe. Et les règles de pudeur sont les mêmes quasiment. Le nom Bari, qui est l'un des noms des 4 grands clans Peul, surtout du côté ouest de l'Afrique. Voilà tous les occurrences de Bari dans la zone France. On a même Bari Island ici. Bari Island. Après, la dernière favorite d'un roi français, c'était Madame du Bari. Voilà toutes les présences de Bari. Même une petite île qu'on appelle Foula. Après, j'avais déjà fait des vidéos sur ça. Hein. C'est-à-dire que quasiment tous les rapports retrouvent nos noms, des noms Peul. Voilà. Vraiment de façon flagrante, quoi. Par exemple, quand vous prenez l'île Féroé, vous venez chez les Peul, on vous parle du grand clan ou les lignées qu'on appelle les Féropais. En langue poulard, le nord, en poulard de Fouta Diallo, qu'on dit péjorativement Guinée, le nord, on dit la gauche. Mais dans les langues européennes, en réalité, quand on dit gauche en français, là, le nord en français, étymologiquement, c'est d'origine du mot nord. La plume d'Autriche que vous voyez sur les gars, là, c'est les plumes d'Autriche, là. La plume d'Autriche faisait partie des marques de noblesse en Europe ici. C'était très utilisé, la plume d'Autriche.
Les gens qu'on dit les premiers Hébreux, ils étaient connus avec ce chapeau-là traditionnel. Et aujourd'hui, le chapeau des Peuls en Afrique. C'est que l'islam était déjà présent en Europe ici, contrairement à ce qu'on veut nous vendre. Ça, c'est les Vikings. Un anneau retrouvé au temps des Vikings où c'était inscrit Allah. On sait que par exemple, les Peuls, on est ultra musulmans. Essentiellement, voilà, en Afrique, c'est surtout subsaharienne. C'est nous qui sommes référence de la spiritualité qu'on appelle l'islam. On sait que les deux types de physique qu'on dit noir et blanc aujourd'hui, parce que nous, même en Afrique, on n'est toujours pas considéré la race noire en réalité. Cette manip de nous considérer la race noire a été faite dans les années 70. Mais les deux types qu'on appelle réellement noirs et l'autre qu'on appelle caucasien ou blanc, ils viennent tous du Caucase. Donc les deux types d'humains qui ont conquis le monde, parce que c'est ceux-là aujourd'hui qui bouffent les richesses de l'Afrique et qui se dédouanent en rejetant la faute sur ceux-ci. Ces deux types d'humains, ils sont entrés ensemble en Afrique. Et ils ont toujours été alliés, les deux types d'humains, et ils étaient présents dans le Caucase ensemble. Ils sont toujours alliés après avoir conquis l'Afrique. Ces deux types-là, c'est les deux types qui étaient dans le Caucase en fait. Comme le bras droit et le bras gauche. On pourrait même aller très loin. C'est-à-dire que même dans l'architecture, ça, c'est des petites maisons chez moi, au Fouta Diallo actuellement. Bien que c'est en mode miniature, mais l'esprit d'architecte reste toujours. En Europe ici, les maisons qu'on dit tartariens, anciens modèles, ils ne construisent plus comme ça. Parce que l'architecture est la signature d'un peuple. Mais quand vous regardez les bâtiments chez moi, à l'heure où on parle, les gens, quand ils construisent, ont cette tendance à faire ce type de motifs et ce type de construction. Alors qu'en Europe, ici, ils ne le font plus en fait. Mais bizarrement, bien que là-bas c'est à petite échelle, cette tendance à faire des colonnes et ce type de détails-là, ça revient mimétiquement. Ici, par exemple, Prince, aux États-Unis, voilà des filles Peuls du Sahel, du côté Tchad, Soudan. Même type de coiffe, même. Voilà les physiques types qu'on appelle noirs réellement, qui étaient dans le Caucase et le Moyen-Orient. Après, je pourrais parler de la langue. Mais là, ça va même être trop long. C'est-à-dire que quand vous dites taper, par exemple, vous tapez en polar, non dit tapugol. Quand vous dites langue, non dit engal. Et bizarrement, l'étymologie du mot langue renvoie à engal. Vous dites serré, non dit serugol. Sende, non dit sendugol. Or, ça, c'est des mots qui officiellement ne sont pas hérités de la colonisation. Et il y en a beaucoup. Quasiment tous les mots français, on peut les renvoyer étymologiquement au poulard. Au poulard qui est notre langue à nous, en Afrique là-bas. Donc, c'est le truc. Il y a eu la colonisation de l'Afrique et en réalité, les populations de l'Europe vaincues ont été délocalisées en Afrique. Beaucoup. Et il y a des Noirs. J'ai pris ici l'exemple des Peuls. Mais on peut prendre beaucoup d'exemples. Mais il y a des lignées noires qui ont combattu d'autres lignées noires. Et en Afrique, il y a les envahisseurs et les vaincus. Par exemple, nous les Peuls, il y en avait des Peuls déjà en Afrique. Mais le fait qu'on peut déduire les langues latines et germaniques comme l'allemand, le français, le néerlandais et tout ça à partir du poulard, on a les mêmes danses, les mêmes cultures et même les faciès aussi, les nez fins et tout ça. Cela montre qu'on a un héritage dans ce qui était l'ancienne Europe en fait. Mais on n'est pas le seul. Il y a beaucoup de peuples, juste que comme ce n'est pas étudié, c'est un peu camouflé. Donc les anciens Européens n'ont pas été tous terminés, ils ont été délocalisés, exilés. Et l'Afrique est une prison pour beaucoup de tribus noires en réalité. Voilà. Maintenant, nous, on était clairement les aborigènes même de l'Afrique à la base, mais il y a eu d'autres tribus de nous qui sont... Ce n'est pas une, ni deux, mais c'est 3 filles noires qu'il avait Louis XIV. Vous vous souvenez quand je vous parlais de sa première fille? Est-ce que tu savais que Louis XIV il avait une fille noire? Ludovicus XIV de son vrai nom. Reste bien jusqu'à la fin, cette femme est la clé de la falsification de notre histoire. Ce vendredi 24 avril à 20h30, je vous fais un live sur les 3 filles noires de Louis XIV. Vous allez voir que tout ce que je vais vous relater est directement sorti des archives nationales. Donc déjà que Louis XIV s'appelait Ludovicus XIV et qu'il était empereur de Gallia, maintenant vous apprenez qu'il avait 3 filles noires. De quelle couleur pensez-vous qu'il était? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. À bon entendeur. Donc comme je te disais, Louise Marie-Thérèse, du nom de son papa et du nom de sa maman. Elle était surnommée la Mauresse de Morée.
en référence au peuple des morts. Tu sais, ce peuple de la Mauritanie, qui n'était pas simplement sur l'Atlantique à l'ouest, mais là je te parle de la Mauritanie qui était au nord de l'Afrique à la place de l'Algérie, Maroc, Tunisie. Le pire, c'est que sur France 2, ils en ont fait un reportage. Mais avant de continuer, je dois d'abord te dire, mort, ce n'était pas des personnes basanées. Beaucoup de personnes vont vouloir dire qu'elle était métisse. Donc je vous donne l'ancienne définition de mort, qui veut dire homme ou femme noire. Une mauresque est bien une femme noire, comme il est marqué dans cet article. Je n'ai pas eu figures oubliées qui ont changé le monde. L'homme qui a appris à Charles Darwin une compétence essentielle, pourtant presque personne ne connaît son nom. Son nom était John Edmonston. Né en Guyane, il est réduit en esclavage avant d'obtenir sa liberté. Une fois installé en Écosse, il devient un expert en taxidermie, l'art de préserver les animaux pour les étudier. C'est là qu'un jeune étudiant vient apprendre auprès de lui. Cet étudiant s'appelait Charles Darwin. Les compétences que John Edmonston lui a transmises seront précieuses lors du célèbre voyage du Beagle, qui conduira Darwin à développer sa théorie de l'évolution. Pourtant, quand on raconte cette histoire, le nom de John Edmonston est souvent oublié. Il nous rappelle une chose. Certaines personnes changent le monde sans jamais voir leur nom dans les livres d'histoire. Et toi, connaissais-tu John Edmonston ? Abonne-toi pour découvrir d'autres figures oubliées qui ont changé le monde. L'homme qui... Et si je te disais que tous les êtres humains n'existent pas au même niveau de conscience ? Il existe 7 niveaux, et la majorité ne dépasse jamais le premier. Premier niveau. Tu vis à l'intérieur du système sans le remettre en question. Tu travailles, tu consommes, tu respectes les règles, et tu crois que cela constitue la véritable vie. Deuxième niveau. Quelque chose commence à ne plus aller. La routine devient pesante, les informations suscitent de l'anxiété, et au fond de toi, tu sais qu'il existe autre chose. Troisième niveau. Tu commences à tout remettre en question. La politique, la religion et même la science. Tu te mets à penser par toi-même, et c'est alors que les autres te qualifient de fou. Quatrième niveau. Tu perçois les mécanismes de manipulation. Tu comprends comment la peur, le divertissement, l'alimentation et l'information sont utilisés pour maintenir la conscience dans un état d'endormissement. Cinquième niveau. Tu cesses de blâmer le monde extérieur et tu te tournes vers l'intérieur. Tu prends conscience que ta réalité est créée par tes pensées, tes émotions et ton énergie. Sixième niveau. Tu maîtrises ta vibration. Tu comprends que tout est fréquence et tu apprends à manifester consciemment. Septième niveau. Tu cesses de chercher à l'extérieur. Tu réalises que personne ne viendra te sauver, car le pouvoir a toujours été en toi. Si, en entendant cela, tu as l'impression de ne plus appartenir pleinement à ce monde, ce n'est pas de l'égarement, c'est un éveil. Arrêtez de vous soucier de la fidélité de votre partenaire. S'il vous trompe, il le fera même si vous lui mettez des chaînes. La loyauté est une question de volonté, de respect, des valeurs. Chacun est là où il veut être et perd ce qu'il veut perdre. Jaco, la légende promis. Affaire fidélité, là c'est Dieu qui connaît. Les gens savent très bien ce qu'ils font. C'est ce que je dis là, les gars de Huntus Ben n'ont pas le temps pour ça. Très juste et je suis d'accord. La loyauté n'a pas besoin de pression, elle est naturelle. Je suis pas fidèle à mon partenaire pour un plaisir du monde, mais je suis fidèle parce que je respecte mon corps et je respecte celle qui est avec moi. Exactement. La fidélité ne se surveille pas, elle se choisit. Quand quelqu'un tient vraiment à toi, il protège la relation naturellement. Il va falloir qu'on arrête de suivre nos partenaires comme des moutons. Cherchons plutôt l'argent, c'est l'essentiel. La loyauté d'une personne se mesure face au bien matériel. Le nid de soi, mais cette loyauté de nos jours est vraiment rare. L'argent a pris le dessus et la loyauté n'existe plus, surtout chez la femme.